Intéressons-nous maintenant de près à cette nouvelle REP des emballages professionnels, l'occasion de répondre à vos questions. Et c'est pas moi qui vais le faire, ce sera Domiti de Rennes, responsable du développement commercial chez Citeo Pro, et Pauline Ballaire, conseillère affaires publiques. Elles me rejoignent tout de suite sur scène. Les petits micros. Vous passez. Merci, bonjour Domiti, bonjour Pauline. Bonjour Adeline. Bonjour Adeline. On va rentrer dans le dur tout de suite. Une première question que tout le monde se pose. Pourquoi une REP, pourquoi une filière REP pour ces emballages professionnels et pour répondre à quel enjeu, quelle problématique? Effectivement, donc déjà, tu en as parlé, Adeline, on peut se poser la question, qu'est-ce que c'est la REP, la responsabilité élargie des producteurs? Donc la REP repose sur le principe du pollueur-payeur, que l'on connaît bien, selon lequel les entreprises sont responsables de l'impact environnemental des produits et des emballages mis sur le marché. La REP, c'est donc l'outil qui permet aux entreprises de porter leurs responsabilités environnementales de manière mutualisée. Ce qu'on peut voir, c'est que dès 1992, une première REP a été mise en place sur le secteur des emballages ménagers. Progressivement, la REP a été élargie à toutes sortes de produits. C'est d'ailleurs la loi AGEC qui a élargi à d'autres produits jusqu'à arriver aujourd'hui, en 2026, aux emballages professionnels. La loi AGEC, par ailleurs, elle est venue élargir les obligations des entreprises, non plus seulement à la fin de vie des emballages, mais également à des obligations tout au long de leur conception. Et c'est pour ça qu'on parle aujourd'hui des 3 R, réduire, réemployer et recycler. Ces obligations 3 R, elles vont considérablement augmenter aussi avec la réglementation européenne, on va y revenir un peu après, notamment sur l'emballage. Donc en somme, la REP, c'est un outil collectif qui permet aux entreprises de répondre à toutes leurs obligations de manière mutualisée. Et pourquoi on a aujourd'hui besoin de cadrer ces objectifs 3R de progrès environnemental, Julien l'a dit, dans une filière REP, dans une REP? C'est une très bonne question. On nous pose souvent d'ailleurs la question en rendez-vous avec vous, futurs prospects, clients. Pourquoi est-ce que je dois aller dans une filière REP? À quoi ça sert? Je gère déjà mes emballages professionnels. J'ai pas attendu l'État, j'ai pas attendu la filière pour le faire. Eh bien, tout simplement parce que la REP, elle, vient fixer ce cap avec des objectifs mesurables. Et l'État vient cadrer tout ça de manière réglementaire. Et du coup, les entreprises ont la possibilité de s'organiser, se mutualiser leurs efforts autour des éco-organismes. Ici, ça sera Citeo Pro. Et du coup, mutualiser leurs efforts collectivement. Alors, pour certaines entreprises, finalement, c'est peut-être pas forcément une nouveauté, parce qu'elles le font peut-être déjà, mais ça sera peut-être l'occasion d'accélérer et d'avoir des nouveaux outils à leur disposition. Pour d'autres, ça sera peut-être un peu nouveau, et donc il faudra avoir beaucoup de pragmatisme, et donc du coup, au moins un minimum leur donner de la traçabilité, de savoir où elles en sont dans ces objectifs à atteindre. On sait aujourd'hui que si on n'a pas d'éléments pour piloter et mesurer, c'est ça qui peut compliquer du coup la mise en place de la filière, et d'où l'intérêt finalement pour Citeo Pro d'aller commencer à avoir vraiment cette base et de voir où on peut gérer les déchets professionnels et le faire de manière collective et efficiente. Pauline, du coup, on a bien compris, cette REP va arriver. Comment on fait, notamment vous qui êtes ici, pour savoir si on va être véritablement concerné? Effectivement, donc c'est la question de savoir, est-ce que mon emballage est un emballage professionnel? Donc très naturellement, on pourrait se dire, je vends mon emballage à un professionnel, donc il est professionnel. C'est pas la logique qui a été retenue par la loi. En effet, on a un projet d'arrêté périmètre, donc c'est un texte qui est actuellement mis en consultation, qui va vous expliquer très concrètement et simplement comment finalement qualifier votre emballage et être bien sûr que vous rentrez dans la filière emballage professionnel. Ce projet d'arrêté périmètre, il vous propose de passer en 2 étapes. La première étape, ça va être de regarder si votre emballage est classé automatiquement comme professionnel. Donc, dans les emballages classés automatiquement comme professionnels, vous avez 5 grandes catégories. Une liste d'emballages spécifiques en fonction de leur contenance ou de leur particularité. On peut penser aux caisses marées. Vous avez également cité les emballages de transport, qui sont par principe des emballages classés automatiquement comme professionnels. Également les emballages groupés. Les emballages de vente, s'ils sont dans un circuit de distribution exclusivement professionnel. Et puis les emballages en verre qui sont normalement tous ménagers, mais par exception, certains emballages, notamment distribués dans le domaine de la santé médicale et vétérinaire, sont qualifiés d'emballages professionnels.
Donc la première question que je dois me poser, c'est est-ce que je rentre dans cette liste d'emballages classée automatiquement comme professionnel, sans poser la question de à qui je vends finalement. Si je ne rentre pas dans cette liste, alors je vais aller à la deuxième étape. Et là, le projet d'arrêté périmètre nous demande de vous interroger si votre emballage est classé comme professionnel en fonction de la nature de votre produit emballé. Concrètement, qu'est-ce qui se passe? Vous allez regarder la nature de votre produit emballé. En fonction de votre secteur, l'arrêté périmètre va vous dire si vous rentrez dans la qualification des emballages professionnels ou ménagers en fonction du seuil, du poids, du volume, de la puissance de votre produit. Donc, si je prends un exemple avec ce qui se passe à l'écran, je suis dans la catégorie du nettoyage ou, je sais plus le terme exact, nettoyage et entretien. Donc, je vends par exemple un emballage de produits lave-vitre. Peu importe à qui je le vends, je vais aller regarder dans l'arrêté périmètre. Et là, on va me demander de regarder finalement le volume de mon produit lave-vitre. Donc, s'il est au-dessus de 5 litres, je tombe dans la case des emballages professionnels. Et s'il est inférieur ou égal à 5 litres, je vais tomber dans la qualification des emballages ménagers. On prend aussi parfois l'exemple de la perceuse, qui n'apparaît pas à l'écran. Mais la perceuse, vous pouvez retrouver dans l'arrêté périmètre ce produit. Et on va vous dire, en fonction de sa puissance, donc 1600 watts dans l'arrêté périmètre ici, si la perceuse est supérieure à 1600 watts, alors vous rentrez dans la qualification des emballages professionnels. Ça, c'est la question sur l'emballage, la qualification et le classement de l'emballage, avec notamment cet arrêté périmètre dont tu nous parles et qui catégorise ou qui précise un peu les choses. Mais moi, en tant qu'entreprise, selon mon statut, selon mon activité, comment je fais pour savoir si cette traite me concerne? Effectivement. Donc, la première question à se poser, c'est de savoir est-ce que mon emballage est bien un emballage professionnel? Et puis après, comme tu le dis, Adeline, il y a une question de savoir est-ce que c'est moi qui suis concernée? Est-ce que c'est moi qui dois adhérer auprès d'un éco-organisme et qui va donc payer cette éco-contribution? Pour répondre à cette question, il va y avoir une autre logique qui est également assez simple. Je vais juste me poser la question, est-ce que mon emballage est un emballage de transport? Si c'est un emballage de transport, alors c'est le fabricant, l'importateur, le distributeur de l'emballage qui doit adhérer à un éco-organisme. En revanche, si mon emballage est un emballage de vente ou de regroupement, alors c'est le fabricant, l'importateur ou le distributeur du produit emballé qui va adhérer à l'éco-organisme. Des notions pas simples, Domiti. Alors, on est là pour ça, pour accompagner, pour faire comprendre. Alors, je te confirme, Adeline, au fil et à mesure des rendez-vous, voilà, si Pauline explique très bien. Non mais on est d'accord. Voilà, il faut avoir une certaine méthode. On est d'accord, mais parfois on nous pose beaucoup de questions de colle. On sait que c'est un gros sujet d'aller accompagner du coup vous futurs clients à comprendre finalement ce décryptage, à aller voir un peu les exceptions, ce qui marche de ce qui marche pas. Et donc du coup, on a décidé de lancer un programme pour accompagner et anticiper du coup tous ces questionnements, un peu une sorte de pas à pas, parce que finalement beaucoup d'entre vous disent moi j'aimerais déclarer, mais avant de déclarer, est-ce que ne serait pas le temps d'aller recenser en fait ces emballages professionnels? Donc l'idée vraiment d'aller travailler sur une méthodologie. On n'a peut-être pas forcément la connaissance sur tous les emballages professionnels, mais on a la méthode pour parvenir à anticiper l'arrivée de cette nouvelle filière. D'ailleurs, je ne suis pas toute seule dans l'équipe, j'ai mes deux coéquipiers, Alexandre et Baptiste, qui seront là aussi pour répondre à toutes vos questions après sur les stands qu'on tiendra tout à l'heure. Alors ça, c'est plutôt le qui est concerné. Maintenant, le quoi. Si on s'intéresse aussi aux objectifs à fixer, vers quoi on doit tendre, à quoi elle doit servir cette REP, quels sont ses objectifs chiffrés, quels sont ses leviers, ses domaines d'action, les domaines d'action qu'elle active pour atteindre donc ces objectifs environnementaux, un peu sur les 3 R, on va y revenir. Est-ce que Pauline, on peut commencer par les objectifs fixés à la filière sur le premier, non, on va dire plutôt le dernier des 3 R. Nous, on a tendance à présenter les 3 R et cette démarche en parlant de réduction, de réemploi et de recyclage. On va les prendre à l'envers. On commence par le recyclage, si tu veux bien. Effectivement, on a évoqué tout au long, depuis le début de cet échange, les objectifs 3R. Donc, c'est des objectifs qui sont posés à l'échelle européenne, notamment au secteur des emballages. Donc, on le voit ici sur le recyclage. On a des objectifs à horizon 2030 en fonction de la typologie de matériaux. Vous pouvez voir sur ce slide que certains matériaux, comme le carton et le bois, ont déjà atteint ces objectifs. D'autres, comme l'acier et l'aluminium, doivent les atteindre. On se dit que c'est tout à fait envisageable et que c'est peut-être déjà même le cas. Simplement, on a peut-être un problème de traçabilité. C'est sur ça qu'on va travailler.
Et enfin, le plastique, vous le voyez ici, objectif donc de 55% à horizon 2030, avec aujourd'hui une réalité qui est à 26%. Donc c'est vraiment un effort à aller chercher sur ce matériau. Comment, Domitille? Quels sont les leviers qu'on peut activer ou qu'il va falloir activer? Alors, sur la partie du recyclage, on va tendre à activer 3 leviers. Donc, le premier, le plus simple, forcément, quand on parle de recyclage, c'est d'avoir de l'éco-conception, avoir un emballage qui soit recyclable pour que celui-ci soit recyclé. Donc, on aura des actions à mener à ce niveau-là, et notamment pour toutes les filières sur les plastiques qui n'ont pas encore de filière de recyclage. Ensuite, deuxième levier, c'est de faire le bon geste de tri. Si mon emballage est recyclable, mais que je ne fais pas le bon geste de tri, finalement, je ne fais que la moitié du chemin. Donc, l'idée, c'est d'aller sensibiliser ces futurs détenteurs, d'aller mettre en œuvre les bonnes pratiques ou de lever des freins aujourd'hui qu'on ne connaît pas encore. Et le dernier levier, lui, beaucoup plus opérationnel. Et là, je vais reprendre la zapette. Merci. Quand on va sur le terrain, comment ça va se passer concrètement chez vous? Ça, c'est une question qui interroge. Si on prend le modèle aujourd'hui tel qu'il existe sans REP, lorsque vous êtes une entreprise, que vous fabriquez des produits, vous faites appel à un certain nombre de fournisseurs qui, eux, vous envoyez du coup des emballages, des produits emballés. Vous allez utiliser ces matières premières et être détenteur de déchets d'emballage. Logiquement, dans la grande majorité des cas, vous avez normalement un contrat avec un opérateur privé, un prestataire qui vient mettre à disposition chez vous des contenants et qui va venir vous facturer en fonction de la quantité et des rotations qui seront faites. Donc ça, c'est la réalité telle qu'elle existe aujourd'hui. Demain, avec le modèle, avec la REP, déjà, il faut savoir que nous ne viendrons pas remplacer en fait l'opérateur privé. Nous viendrons simplement soutenir cette performance au tri et au recyclage. Donc, c'est ce qu'on appelle du coup une REP modèle financier, sur lequel du coup on viendra récupérer ces contributions et charge à nous, d'aller soutenir le détenteur, alors de manière indirecte, puisque ce soutien passera par l'opérateur et aura l'obligation de vous le répercuter avec une mention séparément sur vos factures. Sur les soutiens, un petit point important, c'est qu'on va parler de barèmes aval. Ils sont déjà définis dans le cahier des charges en fonction du type de matériaux, plus particulièrement sur les plastiques, et en fonction aussi de la massification et du type de camion qui viendra passer pour collecter du coup ces flux plastiques. Donc aujourd'hui, ce qu'on se dit, c'est que sur la partie du recyclage, pas de grands changements, plutôt une intervention ciblée et nécessaire là où il y aura de la performance à aller chercher. Sur le réemploi, qui est déjà une réalité très ancrée dans la filière professionnelle, donc dans l'emballage professionnel, est-ce que tu peux nous dire là aussi, Pauline, où est fixé le cap? Donc à nouveau, c'est des objectifs de réemploi qui sont fixés par le règlement européen emballage et déchets d'emballage, repris dans le cahier des charges de la REP emballage professionnel. Donc vous le voyez ici, on a des objectifs qui sont à horizon 2030 et 2040, à la fois sur les emballages de transport et de vente utilisés pour le transport, et sur les emballages groupés. Donc respectivement 40% de réemploi sur les emballages de transport à 70% en 2040, et puis après 10% et 25% sur les emballages groupés. Donc c'est des enjeux importants qui sont fixés à la filière. Comment on fait le saut, Domitille? Pourquoi ça va passer? Pour le coup, c'est un peu plus ambitieux. Aujourd'hui, pour échanger avec les entreprises, on se rend bien compte que le réemploi, elles le font, mais elles le font pas totalement, ou elles ne savent pas en fait qu'elles font du réemploi. Donc déjà, il y a un peu de pédagogie à faire autour de cette notion de réemploi, qui est parfois nouvelle pour certains. Et donc du coup, aujourd'hui, on sent que c'est vraiment une question de maturité. Donc pareil, 3 sortes de maturité au niveau des entreprises. Le premier, pour les entreprises qui le font déjà, ça sera d'aller accélérer du coup cette dynamique et d'aller financer du CAPEX et de l'OPEX. Donc avoir le système, mais encore mieux si on peut aller mettre en œuvre le système avec ces fameuses boucles de réemploi et d'aller financer finalement ces boucles de réemploi. Deuxième maturité, parfois les entreprises, en fait, elles ont le système de réemploi, mais elles ne tracent pas. Donc, toute la question, c'est comment je fais pour tracer, puisque du coup, l'objectif, c'est d'aller tracer et de remonter dans les objectifs français et européens. Donc là, charge à nous d'aller développer, et ça sera un gros enjeu, tous ces systèmes de traçabilité. On en parlera tout à l'heure, mais c'est aussi d'avoir un standard, parce que du coup, on ne veut pas avoir un mélange de 40 QR codes, code barre, voilà. Donc, je
pense que la standardisation a vraiment un enjeu, mais aussi que ça réponde à toutes les pratiques industrielles. Demain, un camion ne pourra pas, quand on a un camion avec 600 palettes à l'intérieur, l'idée, c'est pas d'aller scanner les 600 palettes à l'intérieur. Donc, comment on le fait aussi pour que ce soit efficace et fiable. Et enfin, il y aura quand même aussi des entreprises qui n'auront encore rien fait. Donc là, ce sera notre intervention d'aller sourcer du coup les bonnes startups, de mettre en place des synergies avec ces entreprises et d'aller développer des nouveaux modèles. Donc des niveaux d'intervention très divers et variés. Et surtout, ce n'est pas qu'un accompagnement financier, puisque l'accompagnement il sera financier, humain, mais aussi technique. Sur la réduction, le dernier des 3 R, là aussi, Pauline, est-ce qu'il y a des objectifs qui sont fixés à la filière ? C'est le dernier R effectivement qui est évoqué. On a des obligations, des objectifs, notamment sur les emballages groupés ou de transport, de réduction du taux de vide ou encore de minimisation de l'emballage. C'est des sujets sur lesquels il faudra qu'on travaille avec les entreprises. Alors on l'a dit, ça fait beaucoup de sujets, beaucoup de leviers d'action qu'il faut activer, qu'il faut financer. Le mot a été dit plusieurs fois déjà. Qui finance ? Qu'est-ce qu'on finance exactement quand on a la chance d'être un partenaire, un client peut-être demain partenaire de Citeo Pro. Comment se construit et à quoi sert l'éco-contribution, ce n'est pas une taxe, une éco-contribution entièrement dédiée au financement d'un certain nombre donc, de domaines et de sujets. Est-ce que tu peux nous les dire, Pauline ? Oui, effectivement. Donc, on en a parlé ici, les 3 R. Donc, vous le voyez ici, votre éco-contribution va permettre de soutenir tous les travaux sur le recyclage, le réemploi, la réduction, mais également, et c'est tous les postes qui sont cités ici, l'éco-conception. Vous avez également les travaux sur la traçabilité, la recherche et développement. Donc, finalement, 1 euro versé par votre éco-contribution recoupe tous ces postes de soutien et c'est pas parce que j'atteins des objectifs de recyclage que je n'ai pas à financer, puisque c'est l'ensemble de ces postes que couvre 1 euro de contribution par exemple. La grande question, c'est, Domitille, est-ce qu'on sait déjà, est-ce qu'on a une tendance, est-ce qu'on peut se projeter sur le coût de cette REP ? Combien ça va coûter aux entreprises ? Alors, comme il y a quand même des objectifs assez ambitieux, on sait que ça va avoir un coût, lequel, malheureusement, il va falloir encore attendre un petit peu, parce que du coup, nous ne savons pas encore quelle va être en fait l'enveloppe de charge globale en fait à couvrir dans cette filière. Donc malheureusement aujourd'hui on ne pourra pas vous donner la réponse. Néanmoins nous chez Citeo Pro on défend l'idée du bon ratio coût-performance, puisque du coup, cette filière, vous en avez peut-être entendu parler, on n'a pas commencé à la travailler hier, ça fait déjà bien longtemps qu'on mène du coup des actions de concertation, d'alignement de position et de sensibilisation d'un certain nombre en fait, de fédérations pour les alerter justement sur attention, cette filière, en fait, il y a déjà des choses qui sont faites, on doit absolument intervenir là où c'est nécessaire et donc être efficient. Il y a un calendrier, on peut y revenir, puisqu'on a dit peut-être début 2026 pour cette nouvelle REP. Est-ce que tu peux nous redire les étapes, Pauline ? Oui, absolument. Donc effectivement, on attend effectivement de la part des pouvoirs publics la publication de différents textes réglementaires qui vont permettre aux éco-organismes, nous permettre de candidater et donc, une fois une candidature effectuée, de pouvoir publier un tarif. Les textes réglementaires, on les attend dans les prochains mois, semaines, on espère vraiment. Et une fois qu'ils seront publiés, alors la candidature est lancée pour un démarrage au 1er janvier 2026. Pour l'instant, c'est le calendrier qu'on a, avec évidemment des incertitudes dans la main des pouvoirs publics. Alors, dans l'attente, nous on n'attend pas en fait. Dans l'attente, nous n'attendons pas. Nous sommes déjà positionnés, Citeo Pro, avec un projet sur cette nouvelle REP. Nous sommes donc candidats. C'est pas un mystère. Est-ce que tu peux nous dire, Domiti, de quoi est constituée cette proposition, cette offre de valeur ? Quelles sont ses forces et ses atouts ? Alors du coup, la première chose, Julien l'a évoqué en tout début de réunion, c'est cette notion européenne. Donc on peut passer à la slide d'après. Donc c'est un peu une annonce qu'on fait aujourd'hui, puisque c'est tout nouveau, ça date de la semaine dernière. Aujourd'hui, on sait que cette filière est européenne. Voilà, ça doit être appliqué dans tous les pays européens, d'où l'intérêt aussi d'aller unir nos forces au niveau européen. Et donc la semaine dernière, un partenariat qui a été signé avec du coup ces 3 éco-organismes du Benelux que vous voyez à l'écran. Donc vraiment important, puisque du coup l'idée ça va être d'harmoniser nos pratiques, travailler sur cette traçabilité et d'amener du coup de travailler ensemble aussi sur cette stratégie 3R. Et enfin,
on peut l'annoncer, on se positionne aussi pour être membre de Pro Europe, qui est aussi une autre association qui va regrouper d'autres éco-organismes européens. Donc ça, c'est vraiment sur la partie hauteur. On sait aujourd'hui qu'on a quand même beaucoup d'entreprises aussi qui ont des sites partout en Europe, d'où l'intérêt de travailler du coup sur cette harmonisation européenne. Sur la partie plus Citeo Pro, je pense que la première chose qu'on peut dire, en tout cas, et qui nous différencie par rapport à ce qu'on faisait sur la partie ménager, c'est qu'aujourd'hui, on a pris la mesure de ce que c'était que l'emballage professionnel. Aujourd'hui, dans certaines typologies d'emballage, on sait que malheureusement, il y aura des contraintes sanitaires, techniques ou de normalisation sur lesquelles malheureusement il sera peut-être plus compliqué de travailler. Mais voilà, on va les découvrir au fur et à mesure et on sera à votre écoute pour savoir dans quelle mesure on pourra travailler sur ces typologies. Ensuite, d'autres typologies, comme les palettes ou les caisses, voilà, on sait que ce ne sont pas des emballages, on ne va pas en acheter un, on ne va pas en acheter deux, on va en acheter en très très grande quantité. Ça fait partie de l'actif en fait, des entreprises, c'est un peu un prolongement de leur outil industriel. Et ce qu'on se dit, c'est que finalement, aujourd'hui, une entreprise n'achète pas forcément qu'un emballage, elle va venir acheter en fait, une solution globale, parce que cet emballage, il devra peut-être être lavé, que cet emballage, il devra être tracé et que cet emballage devra être recyclé. Donc prendre aussi toute la mesure en fait de cet emballage professionnel qui aujourd'hui finalement est un peu un indispensable des entreprises et qu'on pourra peut-être être plus qualifié de produit que d'emballage parce que celui-ci est réparable ou être reconditionné. Sur Citeo Pro, plus simplement, donc aujourd'hui, comme on l'a dit, c'est aussi cette capacité à aller fédérer donc, et de créer de la concertation. Donc on a travaillé depuis de longs mois à impliquer un certain nombre d'organisations professionnelles dans les échanges, les débats et leur faire toucher du doigt là où il y a des enjeux pour leurs futurs metteurs en marché. C'est des équipes. Voilà, aujourd'hui, tout le monde ne passera pas sur scène, mais aujourd'hui, Citeo Pro, on est déjà 15 personnes avec des expertises très précises, éco-conception, recyclage, technique. Voilà, donc aussi à un niveau d'expertise assez élevé et qui reflète bien du coup tout l'enjeu qu'on aura développé demain. Et puis, on est déjà éco-organisme, le professionnel, on est déjà un pied dedans, c'est une vraie réalité, au-delà d'être une simple expérimentation. Aujourd'hui, on a mis en place des méthodes éprouvées, notamment sur la partie du réemploi. On travaille aussi avec des experts et on développe toute cette stratégie 3R, des guides, des outils, et on s'adresse déjà en fait aux professionnels avec toutes leurs spécificités. Dernier point, nos convictions. Je pense qu'elles sont fortes et bien les rappeler. Première chose, c'est l'efficience économique. On sait aujourd'hui qu'on doit intervenir de manière pragmatique et là où c'est nécessaire. Ensuite, toute cette importance sur la performance environnementale, finalement, ça, c'est vraiment le rôle des éco-organismes, d'aller travailler sur cette réduction et ce recyclage. Et enfin, on sait que c'est aussi cette traçabilité, avoir ce qui se passe chez vous en tant que metteur en marché et pouvoir après pouvoir le retrouver au niveau de ces taux de recyclage et de réemploi. Domitille, il y a peut-être une dernière question avant de prendre les vôtres, à laquelle on pourrait répondre. C'est comment on se prépare, comment on anticipe l'arrivée de cette REP et comment on peut se préparer, quand on est une entreprise concernée, efficacement dès aujourd'hui. Alors, je pense qu'il ne faut pas trop attendre. On sait que voilà, les textes vont arriver rapidement et qu'aujourd'hui, avec tout ce qu'on vient de vous dire, vous avez déjà la possibilité, finalement, d'une certaine manière, d'aller recenser peut-être ces emballages professionnels. C'est pour ça qu'on a parlé de ce programme tout à l'heure, qu'on va lancer prochainement, qui va permettre aux entreprises de travailler de manière autonome sur le recensement de ces emballages et qu'elles viennent aussi nous interroger, une fois qu'elles ont déjà fait ce premier travail d'identification, là où elles ont des questions, qu'est-ce qui marche pas, et aussi nous avoir toute l'ensemble des spécificités des secteurs. C'est ce qu'on appelle la co-construction. Eh bien, merci beaucoup toutes les deux. On va prendre vos questions dans la salle. S'il y en a, c'est le moment. Soyez pas timide, on est là pour ça. Oui, je vais vous demander si vous voulez bien de vous lever ou au moins de pouvoir nous dire qui vous êtes et la société. Bonjour, Chloé Rouge, je travaille pour les laboratoires Juva Santé. Moi, c'était une question par rapport aux responsabilités de déclaration, donc votre slide qui va éco-contribuer. Nous, on fait fabriquer par une usine de production des produits et c'est cette usine qui va acheter,
qui va recevoir les emballages professionnels, qui va fabriquer, donc qui va conditionner, qui va les transmettre à notre prestataire de logistique, et ce prestataire va livrer nos clients. Est-ce que c'est nous qui sommes donneurs d'ordre et qui devons faire la déclaration? Est-ce que c'est l'usine qui doit faire la déclaration car c'est eux qui commandent et reçoivent les emballages? Est-ce que c'est notre prestataire? En fait, comment se répartissent les obligations de déclaration? Alors, j'ai dit c'est très simple, mais ça l'est effectivement pas. Il va y avoir du cas par cas auquel on aurait plaisir à répondre. Peut-être juste si je reprends un peu la logique qui vous a été présentée, déjà je me poserai la question de quelle est la typologie d'emballage que vous mettez sur le marché. Donc ce qu'on a vu, c'est que seuls les emballages de transport remontent à la responsabilité du fabricant. Donc ça vous donne déjà un peu des billes sur votre réponse. On n'a pas présenté dans ce slide, effectivement, il y a une subtilité, à savoir si vous êtes donneur d'ordre, donc si c'est vous qui faites concevoir ou fabriquer votre emballage sous son propre nom ou votre propre nom ou votre propre marque, alors vous restez responsable de la mise en marché. Donc je remonte à mon fabricant d'emballage sur les emballages de transport. Néanmoins, si je fais concevoir ou fabriquer sous mon nom ou ma propre marque, donc sur votre emballage de transport, est-ce qu'il y a votre marque, est-ce que c'est brandé à votre marque, alors la responsabilité reste à votre charge. Néanmoins, ça serait intéressant de pouvoir en rediscuter spécifiquement, qu'on regarde bien toute votre chaîne de distribution. Mais voilà, c'est un peu les premières billes que je pourrais vous donner dans la réponse. Merci beaucoup. Allez, j'en profite. Bonjour, Emmanuel Buffet pour Tereos. Toujours dans les histoires de responsabilité, mais par rapport à ce qu'on va clarifier la notion d'utilisateur final. Notamment, on a parlé des emballages de transport qui sont exemptés, sauf si bien sûr on achète à l'étranger et que quelque part c'est nous qui allons les utiliser. Oui. Mais est-ce que ça s'arrête là ou pas? Donc effectivement, c'est votre fabricant d'emballage qui va être responsable. S'il le vend directement, vous avez bien le texte en tête, à un utilisateur final. Donc c'est... Là, je parle d'un fabricant qui serait à l'étranger. Donc, ce serait le fabricant étranger. Néanmoins, la notion d'utilisateur final, donc, je suis désolée, je n'ai pas exactement le texte en tête. Néanmoins, il y a cette notion de consommation. Donc, pour un consommateur, c'est assez facile d'imaginer celui qui consomme l'emballage. Mais pour un professionnel, ça peut être, par exemple, je reçois mon emballage et je vais le déballer sur site. Et donc, c'est moi, le consommateur final. Néanmoins, et encore une fois, on ne l'a pas évoqué, il y a effectivement pas mal de précisions qui sont attendues de la part, et toutes ces notions viennent du règlement européen, donc sont attendues de la part du règlement européen. Nous, c'est des sujets sur lesquels on est activement engagé, sur lesquels on a remonté des questions et des besoins de clarification, et on aura à cœur de vous partager toutes ces explications. Et voilà, un peu l'idée. Bonjour, Alexandra Pietri de JDE Pitts. J'ai une question plus pour Pauline. Tout à l'heure était évoqué le fait qu'on attendait de la part des pouvoirs publics la publication des textes qui permettent la mise en œuvre. Qu'en est-il du cahier des charges ? Oui. Alors du coup, effectivement, si je reprends tous les textes sur lesquels on est en attente, donc d'abord les textes le décret qui va mettre en œuvre officiellement la filière emballage professionnel, l'arrêté périmètre qui vous a été présenté, c'est un projet d'arrêté à ce stade, et puis ce qu'on attend, c'est l'arrêté portant cahier des charges qui va être également publié et qui, du coup, appellera par la suite la candidature des éco-organismes. Donc effectivement, à ma connaissance, ce cahier des charges n'a pas été publié encore. Merci. Merci. Bonjour à tous et à tous, Vianney Brucois pour le groupe Kiabi. J'ai une question concernant le périmètre produit. Donc chez Kiabi, on transporte nos produits de l'entrepôt vers les magasins dans des grandes caisses plastiques, comme beaucoup de monde. Donc on transporte des produits qui sont regroupés dans des caisses plastiques. Donc est-ce que c'est un emballage de regroupement ou un emballage de transport? Merci. C'est une bonne question. Merci. Alors pour moi, ce sera un emballage de transport, je pense. Bonne nouvelle. Il faudrait regarder un peu.
Néanmoins, on a un enjeu sur les qualifications. Je vous ai présenté ça en disant, voilà, un emballage de transport, un emballage groupé. C'est des notions qui renvoient à des définitions réglementaires aujourd'hui qui sont génériques. On le sait, l'emballage de transport, c'est pour la manutention ou le transport. On n'a pas une liste qui nous est donnée de la part des pouvoirs publics sur qu'est-ce qu'un emballage de transport ou non. Ça demande donc un effort d'interprétation qui est mené effectivement par les éco-organismes. Mais nous, on pousse pour avoir quelque chose d'harmonisé, notamment au niveau européen, qu'à peu près dans toutes les situations, si vous êtes un groupe international, vous puissiez vous dire « je suis qualifié comme un emballage de transport » ou non. C'est effectivement... Oui. Et on n'a pas de risque opportuniste que les 3 éco-organismes qui vont se positionner sur l'agrément aient des lectures différentes pour attirer un groupe comme Kiabi. C'est un enjeu identifié. Nous, pour notre part, on l'a identifié, on a remonté au pouvoir public ce risque. Et donc, dans notre demande, en tout cas notre contribution sur l'arrêté périmètre, on a bien notifié que ça pourrait être intéressant que ce genre de qualification soit notamment acté au sein des OCA, donc qui sont les organismes coordinateurs entre les éco-organismes. Sinon, vous avez tout à fait pointé le risque. Bonjour à tous, Thierry Volant pour la IMCC, l'association des fabricants et de matériaux de construction, et pour la FFTB, la Fédération française des tuiles et briques. J'ai une petite question qui fera peut-être pas plaisir à un futur organisme accrédité, enfin agréé. Quid des systèmes individuels, puisqu'en fin de compte, il y a la possibilité pour des entreprises de ne pas passer par un éco-organisme, mais de s'ériger en système individuel pour une telle REP qui est financière et qui, à la marge, offrira des soutiens modérés, puisque c'est pour la majorité des emballages, il y a beaucoup de soutien qu'à la traçabilité, à part pour le plastique, où il y a un soutien à la collecte, au tri, etc. Mais pour des emballages qui n'ont que l'obligation de traçabilité, donc où la collecte, le tri, le recyclage, la réparation est fait par l'industriel, quel est l'avantage de basculer vers un éco-organisme ou de s'ériger, ou le défaut de s'ériger en système individuel? Quel est le comparatif? Je vais peut-être commenter. Effectivement, vous avez raison. Les entreprises ont la possibilité d'ériger des systèmes individuels pour porter leurs obligations, donc les obligations de 3R qui ont été affichées à l'écran. L'idée de la REP, c'est de mutualiser l'atteinte de ces objectifs donc au sein d'un éco-organisme. Si une entreprise souhaite porter par elle-même l'ensemble des objectifs qui sont apposés, notamment par la réglementation, effectivement, on se dit qu'il est possible d'ériger un système individuel. Après, la mutualisation, nous, on est convaincus que c'est ce qui permet d'atteindre plus facilement les objectifs. Et l'offre qu'on vous a présentée, de vous aider en tant qu'entreprise, justement, à les atteindre. Oui, pour compléter, il ne faut pas oublier que dans les systèmes individuels, aujourd'hui, vous aurez les mêmes obligations et les mêmes points de contrôle que les éco-organismes. Donc, à charge à l'entreprise de voir quel est du coup son niveau d'investissement qu'elle aura à faire sur ce système individuel. Julien Dubourg. Simplement pour compléter, alors ça ne nous contrarie pas du tout comme question, parce que les systèmes individuels, ça peut fonctionner très bien, ça existe dans les VHU. Pardon, je me permets de compléter. Julien, tu veux monter pour qu'on te voit un peu mieux? Ça va. Non, ça va Comme tu le sens. Et effectivement, dans certains pans de l'industrie, il peut y avoir pertinence d'avoir un système individuel lorsque vous êtes en mesure de gérer vous-même soit le réemploi de vos emballages, soit le recyclage, la collecte, le tri et puis le recyclage, et que vous pouvez tracer sur l'intégralité. Donc ça, c'est des systèmes qui sont tout à fait pertinents. On se rend bien compte, et les différentes questions que vous avez posées préalablement, c'est que globalement, sur la plupart des flux, ça sera difficile pour une entreprise de gérer individuellement ces flux de matière. En revanche, dans certaines spécificités industrielles, ça peut avoir tout son sens. Bonjour, je suis Ange Absou de France. J'ai 3 questions. La première, c'est que depuis 2023, on fait des déclarations de réemploi et on identifie les différents types d'emballages réemployables, usage unique et tout ça. Est-ce que dans la comptabilisation et la déclaration qu'on va faire, est-ce que c'est une notion qui va ressortir? Est-ce qu'on devra classer les emballages usage unique et réemployables ou réemployés? C'est la première question. La deuxième question, j'aimerais qu'on clarifie un peu la partie distributeur d'emballage en tant que producteur sur les emballages de transport, parce que je n'ai pas très bien compris. Et troisième question, c'est que
Je n'ai pas tellement vu la distinction entre emballage primaire, secondaire, tertiaire dans la catégorisation. Est-ce que demain, ce sera une déclaration unique pour les trois ou ce sera déclaration primaire et ensuite déclaration secondaire, tertiaire? Merci. Je vais peut-être revenir sur la dernière question, on va remonter comme ça, tu prendras la première. Du coup, effectivement, on n'en a pas reparlé, la notion d'emballage primaire, secondaire et tertiaire, en fait, elle est supprimée de manière réglementaire pour être remplacée par la notion d'emballage de vente, groupé et transport. C'est sensiblement la même chose dans les définitions, mais c'est pour ça que vous ne les avez pas retrouvées ici et que finalement, dans des slides figurent vente, groupé et transport. Sur la responsabilité des distributeurs, effectivement, c'est un bon point qu'on pourra vous partager dans tous les kits prévus justement pour comprendre en fonction de votre casquette quelles sont mes obligations, quelles sont mes responsabilités. Le distributeur a des obligations qui lui sont spécifiques et il est considéré comme producteur dans certains cas. Je suis désolée, je ne vais pas avoir le temps de les lister précisément, mais en tout cas, vous pouvez être qualifié de producteur au sens de la REP, comme c'est le cas probablement sur l'emballage de la restauration, ce que vous voyez aujourd'hui. Et donc, c'est la question du réemploi, vous avez raison. Donc, il y aura bien d'abord cette déclaration pour toute la partie mise sur le marché et une déclaration réemploi, puis qui, elle, n'aura pas d'impact financier, puisque l'idée est d'aller compter en fait ces boucles de réemploi, d'aller compter du coup chacun des emballages qui aura fait du coup cette boucle. Eh bien, merci beaucoup. On va poursuivre. Oh là là, c'était. Alors, une micro-question. Oui, c'est vrai, monsieur avait levé la main. Vraiment, micro-question, micro-réponse. Oui, bonjour. Monsieur. Baptiste Imbert, Picard-sur-Gelée. J'ai une question financière. Comment anticiper l'impact financier, sachant que je pense que si la REP rentre en vigueur le 1er janvier 2026, il y aura des acomptes. Et donc, comment les anticiper dans nos budgets? Est-ce qu'on sait déjà avoir un ordre d'idée où il n'y aura pas d'acompte? Mais je ne pense pas. Alors, très bonne question. On disait, aujourd'hui, on n'est pas en capacité de donner un tarif ou un montant. On peut juste, à minima, vous dire que ça sera une REP aux matériaux. Donc, en fait, ça sera des tarifs en fonction des matériaux que vous avez vus auparavant. Et sur la mise en place, ce qu'on pressent, voilà, mais je mets toutes les précautions nécessaires, c'est que sur la première année, vous allez déclarer du coup un estimé de vos tonnages 2025 sur lesquels on viendra appliquer le tarif 2026 et on tentera d'échelonner du coup de manière trimestrielle ou semestrielle en fait les paiements sur cet estimé et du coup une régule en 2027. Oui, Julien. Par contre, c'est pour la captation, Julien, tout à l'heure aussi, si D'accord. tu peux monter. Voilà. Je suis désolé, je mets le bazar. Je vais me mettre à côté de toi du coup. Parce que c'est un tout petit peu important, les sujets financiers et l'impact. Donc, je me permets de compléter, mais tu as tout à fait raison, Domitille. Ça, c'est un vrai sujet. On a beaucoup poussé, et avec vos organisations professionnelles, sur le fait qu'il y avait besoin d'anticipation et de visibilité pour les entreprises. Pour l'instant, on n'a pas obtenu gain de cause. On continue à pousser auprès des pouvoirs publics pour que cette REP se mette en place certainement début 2026. Je crois qu'il y a eu certaines positions de certains secteurs d'activité pour qu'elle soit décalée encore d'un an, mais pour l'instant, ça a trouvé porte close. Mais en revanche, que les opérations, que l'action des éco-organismes démarre à partir du deuxième semestre, de façon à avoir une anticipation, même si c'est en cours d'année budgétaire, des charges, et que les charges effectives de l'éco-organisme démarquent à partir du mois de juillet, et donc les besoins de contribution. On n'y est pas encore. Je vous dis juste l'action qu'on est en train d'engager pour pouvoir faire en sorte que vous ayez un minimum de visibilité. Et par ailleurs, Domitille l'a dit, le tarif, on n'est pas en mesure de vous le partager tant qu'on n'est pas agréé, et pour l'instant, très honnêtement, on n'a pas encore tous les éléments pour pouvoir l'établir précisément. Ce qui est assez certain, c'est qu'il sera assez polarisé sur le plastique. Vous l'aurez compris des explications de Pauline et Domitille. Sur les matériaux qui sont déjà à l'objectif, ça sera juste un coût de traçabilité. Donc le tarif sera certainement beaucoup plus faible que sur les plastiques, où il va y avoir besoin de financer la collecte, le tri, parfois l'amorçage du recyclage, et donc c'est plutôt sur ce matériau-là qu'il va y avoir le plus de contributions. Non, mais on peut peut-être donner un petit conseil. Travailler sur le recensement déjà de vos emballages professionnels, comme ça le jour où le tarif y sort, vous pouvez déjà l'appliquer.
Eh ben, merci beaucoup. On va passer à la suite, hein, Julien. Puis on pourra revenir sur ces questions et puis sur d'autres. Oui, vas-y, je vous invite à rejoindre la salle. Oui, dis-moi, Pauline. Il y avait une question. Oui, je sais, mais il faut qu'on enchaîne. Alors, gardez bien vos questions au chaud, c'est pas perdu. Merci beaucoup, merci Pauline, merci Domiti. C'est pas perdu. Déjà, on a la pause là, dans quelques minutes. D'abord, une table ronde passionnante sur le réemploi. Et puis, évidemment, à l'issue, au moment du cocktail, il y aura, je vous parlais de ce village des solutions, mais qui est vraiment un temps pour pouvoir poser vos questions. Domiti sera là, l'ensemble des équipes. Sabine Altebourg, qu'on verra aussi, qu'on rencontrera aussi ensemble tout à l'heure. Donc, n'hésitez pas à garder bien ça au chaud.